RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour. Laissez-moi vous présenter nos deux débatteurs ce matin. Carole Sabat, bonjour. Bonjour. Avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour. Merci d'être avec nous. Essayiste, consultant en communication. Vous avez publié un roman En arrivant au paradis. C'est bien ça. Vous êtes tous les deux présents pour évoquer, Louis, le synode sur la synodalité. En arrivant, c'est chez nous, en arrivant au paradis. Mais Paradis bien de... Bah voilà, ici on Paradis est libre de d'information. parler. Je vois les petits angelots qui sont autour de nous pour justement abriter notre conversation. Oui, on va continuer à parler du synode parce que le synode, ce document final de 51 pages, 368 personnes qui se sont réunies. Bon, ça ce sont juste des chiffres. L'important c'est que c'était un sommet mondial de l'Église catholique, de savoir comment elle envisage sa gouvernance, son avenir, comment elle se positionne par rapport à un certain nombre de thématiques dans le monde, en particulier dans le monde occidental, mais pas seulement. Voilà pourquoi on a choisi d'en parler avec nos deux débatteurs. Et puis on parlera aussi de la situation au Liban à travers la question patrimoniale, et puis d'Halloween qui se rapproche de la Toussaint. Mais Halloween, semble-t-il, n'a pas autant le vent en poupe qu'on pourrait l'imaginer. Et vous pouvez réagir à tout moment par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Ça s'est beaucoup focalisé sur la question des femmes, notamment le diaconat féminin, qui pourtant n'est pas justement la pointe saillante en réalité de ce document de 51 pages du synode sur l'avenir de l'Église, l'un des principaux chantiers du pape argentin, qui vient de se terminer. Et donc on va voir avec Richard de Sèze et Carole Sabat ce qu'ils en retiennent, eux, de leur point de vue. Carole Sabat, on va commencer avec vous parce que les orthodoxes, comment on sait, et on a dit, que l'écuménisme avait beaucoup progressé. C'est ce que nous a dit sœur Nathalie Bécard, en particulier, qui avait eu beaucoup de préoccupations écuméniques au cours de ce synode. Est-ce que vous, côté orthodoxe, vous le ressentez ? Alors, moi, j'étais à Rome, au Vatican, mardi et mercredi dernier, et j'ai senti vraiment cette ville des 7 collines, comment elle bouillonnait, je dirais, de vie, mais à la fois les pèlerins, mais aussi la dynamique interne du Vatican, parce qu'on était pratiquement au dernier jour du synode. Et il y avait des observateurs orthodoxes, bien sûr, en fait, des différentes églises orthodoxes qui participaient aux travaux, donc en tant qu'observateur. Et un des observateurs m'a dit, alors je lui ai posé la question, alors comment ça avance ? Il me dit, ils avancent lentement, mais sûrement. Et donc ça, c'est une bonne appréciation, je dirais, du côté des orthodoxes. Absolument, absolument. Et ce que je trouve important, en fait, et ça, je l'avais écrit à l'époque de son élection, quand il s'est positionné, Francesco, en tant qu'évêque de Rome, en tant que tel, et que j'ai dit à l'époque, j'ai écrit un article dans La Croix, que ça parlait beaucoup aux orthodoxes, en fait, sa façon de se présenter déjà comme évêque de Rome, en tant que tel, parce que dans l'église orthodoxe, l'église locale est quelque chose de très important, et donc cette expression d'évêque de Rome était importante. Et d'ailleurs, on en revient aujourd'hui. Ce qui est inédit, en fait, dans la démarche de Francesco, c'est il avait introduit déjà l'idée de la synodalité, l'idée de la conciliarité. Il a dit il faut qu'on apprenne aussi des orthodoxes, en fait, comment ils vivent, même si les orthodoxes ne sont pas toujours... Ils sont bons en termes de conciliarité, mais en termes de gouvernance, c'est pas toujours en fait c'est le cas. Le vrai problème de l'Église, que ce soit côté catholique, côté orthodoxe, c'est comment concilier la synodalité et la conciliarité avec un principe de gouvernance, un principe d'autorité. La hiérarchie, l'horizontalité, la verticalité. Absolument, les deux commencent à s'entrecoupler. L'une sans l'autre, en fait, à trahir et travestir l'Église. Et moi, ce que je dis, c'est que l'esprit synodal, quand il commence à souffler, et il commence à s'installer, comme c'est le cas un peu à Rome actuellement, déjà porte en lui-même les germes d'une révolution. Et on le voit par exemple. Laquelle ? La première. La première, par le fait que c'est une révolution démocratique. Au lieu de prendre en fait le texte synodal et de prendre ce qu'il a envie de prendre de lui à travers une exhortation apostolique, il publie le texte, le rapport intégral. Ça veut dire, en fait, il le dépose entre les mains de l'Église. Le texte voté par les pères et mères synodaux a été approuvé tel quel et rentre dans le magistère de François. Tout alors à fait. qu'habituellement, on ne s'attendait plus à ce qu'il y ait une exhortation apostolique dans les semaines, les mois qui suivent. Oui, mais quelque part, en fait, il a fait un dépôt, je dirais, à la conscience de l'Église. Mais est-ce que les orthodoxes font la même chose ? Quand il y a un concile orthodoxe, est-ce que le patriarche orthodoxe reprend le texte de lui-même et publie une exhortation ou l'équivalent d'une exhortation ? En fait, les travaux conciliaires, c'est le même principe, c'est le principe des conciles œcuméniques. Le premier concile était en 325, le premier concile œcuménique de Nicée, et on va fêter l'année prochaine, en 2025, le 1700
50e anniversaire du Concile de Nicée. Le principe des conciles, c'est que les travaux conciliaires sortent à travers des canons, ce qu'on appelle des canons, c'est-à-dire en fait en termes, je dirais, en tant qu'avocat, c'est les lois. C'est les lois, en fait, c'est les droits canoniques de l'Église. Et donc, ils sont publiés par la suite, ils sont envoyés aux différentes églises, parce que le concile, en fait, pour les entériner à l'intérieur même de l'Église, et puis de chaque église orthodoxe autocéphale, et par la suite, en fait, ils s'imposent à tout le monde. Mais en tant que tel, les canons conciliaires ont une autorité en soi. Ils n'ont pas besoin d'être, je dirais, une exéquature quelque part. Alors, d'une avant de mettre en autorité débat avec supérieure au Richard de concile. XVI, une question quand même Oui. de pédagogie, Carole Sabat. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le pape François a agi de manière orthodoxe? Je dirais son esprit conciliaire et synodal, dans son idée de favoriser en fait de se faire souffler, disons, l'esprit synodal et conciliaire dans la vie de l'Église, parce que là on était dans un concile, en fait dans un synode de 356 évêques et laïcs. L'idée c'était de porter en fait des problématiques qui sont des problématiques parfois difficiles, qui ont été longuement débattues sur la question des femmes. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Et malgré le fait que c'est le texte le moins voté, le plus mal voté, je dirais, à l'intérieur du synode. Mais ce texte, en fait, existe. Et donc, il n'a pas fait l'impasse dessus, Francesco, en tant que tel. Donc, je dis qu'il y a un esprit de synodalité. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que la question, en fait, c'est comment sortir d'une gouvernance top-down vers une gouvernance bottom-top. En fait, l'Église, elle respire mieux quand elle est conciliaire et synodale. Mais Bien c'est sûr, déjà un pas vers ce bottom-up. c'est pour ça que vous l'observateur appelez de vos vœux. orthodoxe m'avait dit que ça avance lentement, mais sûrement. Richard de XVI. Moi, je trouve qu'il y a deux défauts démocratiques, puisqu'on a parlé de démocratie dans la manière dont le synode s'est Malgré le fait déroulé. que j'aime pas le terme dans ce contexte, mais moi je l'ai utilisé. Oui, Vous mais, avez mais raison. en même temps, mais c'est un terme qui a été abondamment utilisé, donc reprenons-le à notre compte. D'abord, c'est la modification en fait du périmètre des discussions synodales entre octobre 2023 et octobre 2024, puisqu'il y a les 10 groupes de discussion qui ont été créés par le fait du pape, qui exclut un certain nombre des sujets de discussion entre les deux sessions. Et dont les conclusions seront rendues en juin prochain. Voilà, donc bien sûr, on peut tous se féliciter de la démocratie, mais enfin, il y a un côté quand même un peu fait du prince qui est nettement marqué. On changerait les choses du jour au lendemain. Et d'autre part, il y a le fait qu'on se félicite effectivement que, pour reprendre vos propos, l'esprit conciliaire et synodal est soufflé, qui est souvent appelé dans la bouche du pape, des cardinaux et des participants l'Esprit Saint. Mais effectivement, je trouve intéressant que vous ayez plutôt dit esprit conciliaire et synodal que Esprit Saint. Et en expliquant que, je cite, ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut être arrêté. Hein, c'est le paragraphe 60 de la déclaration finale. Et alors que on observe en fait dans l'Église catholique une vraie désaffection à l'égard du synode. Autrement dit, on nous présente comme un mouvement démocratique, populaire et spirituel, quelque chose qui n'a pas du tout, en fait, réuni l'assentiment du peuple. Et ce qui fait que la manière dont le synode est placé sous le patronage du Saint-Esprit, et on nous dit que tout ce qui en sort est fortement inspiré par le Saint-Esprit, que forcément n'importe quel discernement de quelque mode qu'il a été fait est sanctifié, est en fait une espèce de hold-up démocratique supplémentaire où ceux qui ne sont pas d'accord sont en fait disqualifiés. Vous voulez dire qu'on a tiré le Saint-Esprit par la manche pour l'obliger à s'asseoir à la table du synode. Ça. Et en nous expliquant en gros que tout ce que le Saint-Esprit, tout ce que sort le synode est évidemment marqué du sceau du Saint-Esprit, comme si tout ce qui avait été auparavant dit de résolument contraire. Par exemple par exemple, en 2021, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi explique qu'il n'y a aucune raison de faire des bénédictions homosexuelles. En 2024, un autre préfet dit exactement le contraire, mais c'est censé être super inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas dans le texte du synode, ça. Non, mais c'est à l'intérieur de la démarche synodale. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Fiducia Supplicans a été vécu par les participants à la session d'octobre 2023 comme étant une espèce de détournement de l'esprit synodal, car ils voulaient au contraire que ce soit le synode qui proclame cette bénédiction homosexuelle. Monseigneur Vesco a d'ailleurs, au nom de la conférence des évêques du Maghreb, expliqué qu'il voulait que ce soit remis dans le pot en octobre 2024. Voilà. Alors là, vous posez plusieurs problématiques en fait qu'il faut, à mon avis, différencier. Carole Sabat, dans les conciles œcuméniques, en fait, quand on reprend en fait les canons des conciles œcuméniques, les pères conciliaires, et je dis les sept premiers conciles œcuméniques de l'Église, c'était l'Église unie, indivise. Donc en fait, le pape de Rome et les évêques de Rome participaient aux travaux conciliaires. Ils commençaient toujours l'Esprit Saint et nous.
avons considéré et déclarons. Donc en fait, c'est l'Esprit Saint qui souffle à l'intérieur même de la pastorale et de la, je dirais, du magistère, je dirais, doctrinaire de l'Église. C'est pour ça qu'on différencie entre ce qu'on appelle les conciles œcuméniques, c'est-à-dire qui ont une valeur universelle. Œcuméné en grec, ça veut dire en fait universel. Pan-orthodoxe, d'une certaine manière, orthodoxe pas dans le sens communautaire, mais orthodoxe dans le sens de la doctrine de la foi. Et catholique, non, katholon, c'est selon le tout. Le katholon en grec, c'est selon le tout. C'est pour ça que les deux termes sont orthodoxes, à mon sens, mais avec un C majuscule et un O majuscule. Donc, il y a les conciles œcuméniques. Après, il y a des conciles locaux, il y a des conciles régionaux, il y a des conciles, en fait, qui ont traité un certain nombre de choses, mais dont l'opinion doctrinaire ne s'est pas élevée à devenir un vrai dogme de l'Église. Donc, il faut différencier ce qui constitue dogme de l'Église. Mais là, dans quelle case, pardonnez-moi, mais pour les personnes qui nous écoutent, dans quelle case sommes-nous? Est-ce qu'on est dans la case où, on est comme loin l'a dit Richard de Sèze, l'Esprit Saint est convoqué ou il n'est pas convoqué? Est-ce que ça permet d'évaluer l'importance d'une réunion? Est-ce que c'est une réunion pour dire qu'on se réunit sur l'avenir de l'Église, c'est une réunion de travail qui ne solennise pas en fait une démarche qui va ensuite aboutir dans des canons, ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus important qui est comparable à une sorte de troisième Vatican II par exemple? C'est toute la démarche Vatican II, justement, il y avait une organisation conciliaire en fait, du Concile de Vatican II, comme d'ailleurs de Vatican I. Après, les orthodoxes peuvent accepter ou rejeter un certain nombre de choses, ça c'est un autre débat. Mais la démarche conciliaire implique en fait une respiration de l'Église à tous les niveaux, c'est-à-dire une ecclésiologie de la communion qui est bien appliquée à tous les niveaux. Avec l'Esprit Saint, donc. Bien sûr. L'Esprit Saint, c'est à travers l'Esprit Saint, en fait, c'est la bouche de l'Église, quelque part, qui lui-même confirme. C'est pour ça, lorsqu'on baptise quelqu'un, on fait, après, en fait, il y a ce qu'on appelle dans l'Église orthodoxe la chrismation. Et la chrismation, c'est le sceau de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, l'Esprit Saint vient donner un sceau et une garantie, en fait, que le baptême a été orthodoxe en tant que tel. Et donc, ce que je veux dire, qu'il y a une démarche aussi, une organisation. Soit on considère cette réunion comme une réunion de travail, comme tu l'as dit, et dans ce cas-là, on n'est pas... Qui donne la liberté de se tromper ou de dire des absolument. choses qui permettent juste d'échanger. Soit on est en train parler. de débattre sur les sujets aussi, les thèmes. Est-ce que c'est des thèmes qui relèvent de la doctrine de la foi? Est-ce que c'est des thèmes qui relèvent de la pastorale de l'Église? Est-ce que c'est des thèmes qui relèvent de l'ecclésiologie? Par exemple, le thème, est-ce qu'on peut considérer que le thème du diaconat féminin ou de la prêtrise féminine, en fait, des femmes, est considéré uniquement un thème de pastoral. Certains le considèrent comme ça, mais ils se trompent, parce que c'est lié aussi à l'ecclésiologie, c'est lié aussi aux fonctions, je dirais, des presbytérales à l'intérieur de l'Église. Dans l'Église orthodoxe, il y a ce qu'on différencie, ce qu'on appelle les théologoumena, c'est-à-dire en fait les théologoumènes en fait en français, c'est une opinion doctrinelle, en fait, qui ne s'impose pas à l'Église, mais qui est débattue, qui continue à être débattue. Et à partir du moment où différentes doctrines, en fait, sont débattues, qui peuvent toucher à la doctrine de la foi, après, c'est le rôle du concile. Alors, justement, Carole, et je pose la question aussi à Richard, c'était ça ma question pour savoir si ça ressemblait à une réunion orthodoxe. Est-ce qu'on avait affaire, en fait, à des opinions doctrinales ici qui ont été débattues? Est-ce que c'était ça? Auquel cas... c'est plutôt un synode. Est-ce que le vent démocratique, c'est ça, c'est de faire débattre des opinions doctrinales? Alors non, justement, Richard de Sèze. C'est ça qui est intéressant. Même le pape a expliqué qu'il fallait au contraire se garder des idéologies ou des opinions qui blessent la communion. Autrement dit, l'invocation constante à l'Esprit Saint et au discernement des participants était toujours flanquée d'une mise en garde assez roide contre ceux qui se permettraient d'avoir des opinions ou des idéologies. Autrement dit, ceux qui ne seraient pas dans le mouvement étaient d'emblée marqués comme étant des intellectualistes, comme a dit le pape. Mais on ne peut pas invoquer l'Esprit Saint pour faire taire les gens. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé, en fait, puisqu'on nous a dit en permanence qu'il fallait accueillir les surprises de l'Esprit. Et que d'une manière générale, tous ceux qui n'étaient pas entrés dans cette démarche synodale péchaient contre la synodalité. C'est la fameuse déclaration du 1er ou du 2 octobre 2024 du pape François, où il énonce 7 péchés, dont le péché contre la synodalité et le péché de la doctrine qu'on jette comme des pierres. Où à chaque fois, en fait, ceux qui sont tenants d'une approche, sur le dogme, sur la théologie intégraliste. Oui, quels que soient les mots qu'on a envie d'employer, étaient vécus comme étant des empêcheurs de spirituer en rond. Pourtant, c'est pas ce que disent les pères et mères synodaux. Ceux qui ont participé au synode disent qu'au contraire, ils ont pu s'exprimer dans un sens comme dans l'autre, à moins que vous ayez des témoignages inverses, Richard de Sèze. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les pères et mères synodaux, il y en a comme par exemple, vous me pardonnez, Elena Gepesen,
qui nous explique qu'elle avait un agenda politique assez précis en la matière et qu'en fait, elle voulait pousser son opinion et son idéologie. Laquelle ? Et là, en l'occurrence, sur le diaconat féminin, où elle est vraiment... Donc elle a eu la liberté de s'exprimer. Elle a Oui, eu la bien liberté de s'exprimer. Donc Mais c'est- surtout, ce qui est intéressant, c'est que le cardinal Ulrich, par exemple, nous expliquait en 2022, il y a des gens qui marchent à droite, d'autres à gauche. Certains sont un peu en avance, d'autres un peu en retard. Voilà. Et autrement dit, on voit bien qu'il y avait une volonté, en fait, Donc tout le d'aboutir monde à peut quelque s'exprimer. Oui, mais c'est Et le contradictoire fait avec ce que que vous dites. Le fait que tout le monde puisse s'exprimer, c'est une chose. Le fait qu'on invoque en permanence le discernement en est une autre. Et le fait que les synthèses soient rédigées en est une troisième. Donc croire que le fait que tout le monde ait pu s'exprimer signifie qu'il y a une parfaite équanimité dans la restitution synthétique, pardonnez-moi. Alors là, Donc, c'est un point Mm. important. C'est-à-dire que ça a l'air de dire, Richard de Sèze, qu'en fait, on laisse s'exprimer apparemment les opinions, mais que les choses sont un petit peu jouées d'avance, c'est qu'en fait, c'est un agenda qui se déploie. Mais- C'est ça que semble dire Richard de Sèze. Oui, si je mais vous moi, comprends je bien, pense- Richard. Oui, absolument. Carole, est-ce que ça se passe comme ça, en Je fait, pense- selon vous ? Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur la marchandise. C'est-à-dire, quelque part, on se trompe un peu sur ce qu'on annonce. L'approche synodale, l'approche conciliaire, a dans l'histoire de l'Église et dans son ecclésiologie un certain nombre de paramètres, un certain nombre de paradigmes qui par exemple, les laïcs n'ont jamais participé en fait à une démarche conciliaire dans le temps, dans les conciles œcuméniques. C'était bien sûr, il y avait des laïcs qui étaient des conseillers en fait d'évêques, qui étaient en fait dans les délégations des évêques. Mais ceux qui pas voter parce que le terme n'est pas approprié, mais ceux qui participaient aux délibérations finales, je dirais, du concile, étaient les évêques. Donc, qui a le magistère dans l'Église ? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je dirais, les sujets politiques n'ont pas, et les tendances politiques, moi je suis d'accord, ils ont leur place peut-être dans les débats, mais ils n'ont pas leur place, je dirais, d'une manière, comme si on était dans une situation en fait d'opposition et de majorité. Un concile, c'est pas une opposition, une Mais majorité. c'est pas un concile, c'est un synode. Non, C'est mais ça qui est justement, intéressant. même un synode, c'est pour ça que je dis, on se trompe parfois sur la marchandise, parce qu'on annonce quelque chose qui ne correspond pas forcément comme expérience dans la vie de l'Église, historiquement parlant, et on donne en fait des pouvoirs et des fonctions à des personnes qui n'ont pas lieu peut-être de les avoir directement. Ce qui est le plus important, à mon avis, qui sort, parce que cette démarche n'est pas aboutie, c'est une démarche, à mon avis, qui sera toujours critiquée et critiquable, même à Vatican Alors, le I. plus important, vous Oui, à Vatican I, en fait, quand on lit les actes de Vatican I, je dis, l'Esprit souffle là où il veut. Je veux dire, personne ne peut mettre des limites à l'Esprit Saint. Mais à Vatican I, la délégation la plus virulente contre l'infaillibilité du pape, c'était qui ? C'était les évêques français. Ils avaient en fait une vraie ecclésiologie, entre guillemets, orthodoxe, pour considérer l'infaillibilité du pape comme étant une hérésie. Donc, je veux dire, ça ne les a pas empêchés de voter in fine les actes conciliaires et que ça s'impose par la suite à toute l'Église. Mais c'est là où, à mon avis, il faut se différencier. Le plus important, à mon avis, c'est que cherche à faire François, c'est de sortir d'une gouvernance quelque part de verticalité vers une gouvernance qui élargit le scope, je dirais, si le terme est permis, anglais, le périmètre de la participation, de la contribution des laïcs, etc. Et cet esprit qui souffle, moi je dis, et qui s'installe, doit peut-être faire des fruits sur la durée pour pouvoir rentrer dans une vraie démarche conciliaire, une vraie démarche synodale, telle que l'Église le comprend. Carole Sabat et Richard de Sèze. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs prolonger le débat après le retour de l'information. Et puis on parlera aussi, Louis Dauphren, d'Halloween. Rime-t-il avec Oui, ça c'est Asbin. après, effectivement. On parlera du Liban aussi, entre-temps. Et réagissez à tout moment par mail, direct@rcf.fr, direct@radio-notre-dame.com. Un message sur la synodalité, justement. Philippe qui nous dit: faut-il réduire le synode à un conseil en management ou en égalité femmes-hommes ? D'abord, il nous invite, nous, chrétiens de base, à nous écouter les uns les autres et à dialoguer. On pourra réagir ça après les informations. Nous sommes toujours avec Carole Sabat, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, et Richard de Sèze, essayiste, consultant en communication. Et on continue, Louis, d'évoquer le synode. Oui, on va continuer à en parler parce qu'il y a quand même Si vous nous écoutez depuis le début, vous avez peut-être des interrogations sur le statut de cette réunion et ce que l'on peut en faire aujourd'hui. Le synode, c'est le fruit d'une consultation des catholiques du monde entier depuis 2021, ce n'est pas rien. 16e assemblée générale du synode qui s'est distinguée par un fonctionnement plus horizontal. La première participation de laïcs, une cinquantaine de femmes, jugée comme une révolution pour cette institution créée par Paul VI en 65, et le synode qui va s'achever dimanche matin par une messe célébrée par le pape François à la basilique Saint-Pierre. Ce qu'on essaie de savoir, c'est la pertinence en fait et
et le statut, je le disais à l'instant, d'une telle réunion. Carole Sabat, on a essayé de voir l'aspect écuménique, et donc je vous avais lancé tout à l'heure sur le côté orthodoxe, ça ressemble au conciliarisme des orthodoxes, et on a parlé de vents démocratiques qui ont soufflé. Ce que conteste Richard de Sèze, qui nous dit qu'en fait les catholiques de base ne se sont pas mobilisés, c'est la superstructure de l'Église qui a bougé, avec des agendas politiques, et des agendas politiques qui veulent faire avancer, semble-t-il, Richard de Sèze, l'Église plutôt vers une forme de progressisme que vers une sociologie plus traditionnelle. C'est ça, si je comprends, si j'essaie de décrypter. Absolument. Le rapporteur général du synode ne dit pas autre chose. Je parle du cardinal Ulrich. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y en a qui marchent à droite, d'autres à gauche. Certains sont un peu en avance, d'autres un peu en retard. Et donc, évidemment, ce ne sont pas les gens de gauche qui sont en retard. Et ça se joue sur quel type de sujet ? Par exemple, effectivement, la pastorale des femmes. Mais ça, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la manière dont on nous dit en permanence que le peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu, comme dit le pape François, a un sens infaillible de l'Église. Et que donc ce que veut le peuple de Dieu, et qui est censé avoir été écouté à travers les synthèses épiscopales, continentales et ensuite de toute l'Église, s'est exprimé. Et donc ce que veut le peuple de Dieu, par exemple la bénédiction des homosexuels ou le diaconat féminin sous toutes ses formes, est une expression populaire. Alors qu'en fait, il y a un défaut de consultation initiale. Et c'est ça que on refuse de prendre en compte dans la manière dont l'Église, malgré d'ailleurs les alertes des conférences épiscopales ou des évêchés, c'est quand on lit ce que l'évêché du Morbihan raconte de la consultation en expliquant qu'en fait la plupart des paroisses n'étaient pas intéressées, qu'en fait il y a un trou générationnel entre les 20 et les 60 ans. Enfin, autrement dit, on voit bien que... Qui reflète aussi un peu la démographie des catholiques de France. Mais peut-être, mais quand on voit aussi la manière dont les jeunes catholiques réclament quelque chose que les évêques de France n'ont pas l'air d'entendre, on est stupéfait qu'on prétende que ce soit un processus démocratique. Mais malgré tout, il y a une démocratie. Et si je devais retenir quelque chose d'intéressant du concile, du synode, je ne sais même pas pourquoi je fais la chose, c'est que il y a effectivement, on est en train d'installer un gouvernement plus horizontal, un gouvernement plus éclaté, où les conférences nationales vont avoir plus de poids. On demande que le pape consulte les conférences épiscopales nationales avant de prendre des décisions. Et d'une certaine manière, c'est intéressant parce que quand on voit la manière dont les évêques américains réagissent sous le pontificat de François sur un certain nombre de choses, quand on voit la manière dont les évêques africains réagissent à Fiducia Supplicans, on se dit qu'il va peut-être y avoir un rééquilibrage et que les conférences épiscopales vont réussir à contrebalancer le progressisme vaticanesque qui prétend être issu du peuple et inspiré par l'esprit, alors que ce que nous apporte ce synode sur la synodalité, c'est que l'esprit soufflant où il veut, il souffle aussi chez les réactionnaires africains et chez les conservateurs américains. Ouais. Et je me tourne vers Carole Sabat d'ailleurs, dans ce que vous dites, donner plus de poids aux conférences des évêques locales. N'y a-t-il pas là un risque d'autocéphalie, c'est-à-dire que presque de schisme, que chaque conférence épiscopale nationale fasse un petit peu ce qu'elle veut? Et c'est intéressant de s'interroger en quoi l'Église orthodoxe a peut-être pu se nationaliser parfois et donc avoir des oppositions entre différentes nations et différentes conférences épiscopales et différents pays. Carole Sabat. L'organisation de l'Église, une et indivise, était une organisation d'Église autocéphale, c'est-à-dire y compris Rome. Rome était dans la pentarchie jusqu'au 5e siècle, 6e siècle, 7e siècle, jusqu'au 10e siècle. Elle était dans la pentarchie, ce qu'on appelait la pentarchie, c'est-à-dire les 5 sens, je dirais, du corps ecclésial de l'époque de l'Empire byzantin. Et donc, ce qu'on considère dans l'Église orthodoxe, c'est le principe de base en fait, de l'ecclésiologie telle qu'elle a été pratiquée par saint Ignace d'Antioche, telle qu'elle a été pratiquée par tous les grands saints, je dirais, c'est le principe de l'Église locale. C'est-à-dire que chaque Église locale s'autogouverne en tant que telle. Autocéphalie, ça veut dire képhalos, c'est la tête. Autocéphalie, ça veut dire s'autogouverne en tant que telle. Qu'est-ce qui unit les différentes églises autocéphales? Elles se sont organisées après, par la suite, au début du 1er, 2e, 3e siècle, avec l'Empire byzantin, en fonction d'ères, je dirais, civilisationnelles. C'est-à-dire il y avait l'église d'Antioche et tout ce qui était autour de l'église d'Antioche, qui est devenu par la suite le patriarcat d'Antioche, là où les chrétiens ont été appelés chrétiens la première fois, comme on nous dit dans l'Acte des Apôtres. Après, il y a eu Alexandrie, aussi la sphère alexandrine, du patriarcat d'Alexandrie. Il y a eu la sphère en fait, du patriarcat de Constantinople, la sphère du patriarcat de Rome. Et donc, cette pentarchie organisait l'Église en tant que telle. Le principe de base, c'est qu'on est l'une Église indivise, dans le sens où on a une seule foi, qui est la foi orthodoxe dans le sens canonique du terme et dans le sens dogmatique. Mais il y a des oppositions et quand même. Après, il y a les expressions
je dirais, des différentes églises. Donc chaque église s'organise. Mais le lien de la foi doit être le même. Le lien ecclésial doit être le même. Et ce qui est les garants, finalement, de la lutte contre les hérésies, on le voit très bien. Les conciles œcuméniques ont été convoqués par qui? Ils ont été convoqués par les autorités politiques. C'était l'empereur qui a convoqué en fait le premier œcuménique parce qu'il y avait l'hérésie de Darius, etc. Et donc pour avoir la paix dans l'empire, en fait, ils convoquaient ces conciles œcuméniques. Mais les pères des synodaux et conciliaires refusaient que le pouvoir politique intervienne. Mais qu'on n'est pas un leurre, il y avait des courants doctrinaires, il y avait des pouvoirs à l'intérieur des conciles. Qu'est-ce qui fait que, in fine, c'est l'Esprit Saint qui souffle et c'est la vérité de l'Église qui sort. C'est le processus conciliaire en tant que tel. Si on commence à faire rentrer les logiques de gouvernance... Ce processus, pardonnez-moi de vous interrompre, Carole, ce processus, Richard de Sales nous dit justement qu'il est moyennement démocratique dans la mesure où on est précisément... au XXIe siècle, on utilise des termes en fait démocratiques. Oui, mais il n'est pas forcément démocratique parce que les gens ne se sont pas sentis associés à ce processus. Le terme de démocratie n'est pas le terme approprié parce que lorsqu'on se place dans une logique de terme démocratique, on n'est plus dans la conciliarité de l'Église. Je m'explique. Ça veut dire qu'il y a des rapports de force entre une majorité et une minorité. La majorité peut utiliser tous les moyens pour imposer à la minorité en fait une décision. Ça, c'est très bien dans un conseil d'administration. C'est ce que dit le grand théologien grec Chrysosianalas. Il dit le synode en fait d'évêques n'est pas un conseil d'administration. C'est pas des rapports de force qui existent entre les. C'est un rapport d'ecclésiologie, un rapport de communion, un rapport à la vérité qui doit unir dans la délibération au sens grec du terme. La délibération, c'est-à-dire la manière de prendre la position de l'autre et ma position en même temps pour arriver en fait à une unité, à une vérité qui s'impose à tous. Donc on voit très bien que c'est un processus qui est très ecclésial en fait, à laquelle on est appelé dans une logique-là. Alors que là, on utilise davantage decision making, on utilise des termes en fait de scope, on utilise en fait des termes de gouvernance, governance. Ça veut dire quoi? C'est comme si on était dans le cadre d'une société qui est commerciale, qui est formée de rapports de force, rapports parfois pécuniers, rapports de force de personnalités qui sont importantes, etc. L'Église, c'est pas ça. L'Église est dans une autre démarche. Ça n'exclut pas la possibilité et la nécessité qu'il y ait une respiration de débat à l'intérieur de l'Église. Mais à un moment donné, tout ce qui touche à la doctrine de la foi, n'importe qui ne peut pas décider d'une manière démocratique de ce qu'est en fait la doctrine de la foi. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont été en fait des pères d'église, qui sont des évêques, qui sont des moines. Et donc, il faut faire confiance, je dirais, à cet ensemble. Là où le vrai problème se pose, c'est lorsqu'on a une gouvernance verticale, c'est-à-dire top-down, comme ça a été le cas depuis Charlemagne dans l'Église catholique, qui fait aujourd'hui qu'on a toutes ces problématiques aujourd'hui dans l'Église catholique, alors que dans l'Église orthodoxe, on se targue en fait de la conciliarité, de la synodalité, mais on voit très bien qu'il y a un principe de décision qui manque. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir le principe, je dirais, de la verticalité, de la décision à partir du moment où la conciliarité a joué. C'est là où, à mon avis, les deux expériences de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe sont importantes pour se compléter. Peuvent s'enrichir mutuellement. Tout Richard de Sales. C'est ce que le pape avait dit au début de son pontificat. Dernière réflexion là-dessus. Quand on pose la question, le synode et après, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui en résultera ou de ce que vous estimez qu'il en résultera? Le point le plus important qui paraît ressortir maintenant, mais une fois de plus, il faut rappeler que le processus synodal n'est pas complet, puisque en fait, les groupes de travail rendront leurs conclusions en juin 2005, comme vous l'avez rappelé. C'est l'idée de passer d'une gouvernance pyramidale à une gouvernance horizontale, où, pour reprendre les termes de l'Instrumentum Laboris, il y a d'un côté le decision making qui doit être démocratique, participatif, conciliaire, synodal entre l'évêque et toutes ses troupes, et le decision taking qui est en fait la mise en application de ce qui a été décidé d'un point de vue démocratique et horizontal. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, d'une certaine manière, même les catholiques qui n'ont pas été écoutés dans le processus de discernement, ou de ce qu'on veut bien appeler processus de discernement, peuvent effectivement avoir maintenant l'occasion de réclamer un pouvoir dans leur paroisse, dans leurs évêchés et dans leur continent. Et donc, je trouve que ce processus beaucoup plus progressiste, qui ne veut bien l'avouer, même s'il est évident quand on écoute le cardinal Ulrich ou le pape François que le progressisme est à la racine de cette démarche synodale, peut aboutir paradoxalement à un renforcement d'un catholicisme moins attaché à l'horizontalité et au fait d'aller vers tous les horizons et dans les dynamismes les plus rapides, et au contraire à quelque chose d'un peu plus statique. Donc c'est quand même un appel à la responsabilité. Si on doit simplement résumer, c'est un appel à la responsabilité de chaque fidèle pour qu'il prenne en main
sa C'est part de vrai. responsabilité de l'avenir de l'Église. C'est ça C'est-à-dire que l'esprit du pape François, en fait. Les laïcs ont un rôle essentiel. en fait, à Arrêter d'être l'intérieur de l'Église. passif et de tout attendre d'une C'est ça. institution. Et donc Tout je à pense fait. que Ça. les catholiques conservateurs qui regrettent de ne pas être écoutés n'ont qu'à se saisir de l'occasion qu'on leur donne. Absolument. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter sur le synode pour passer au point suivant. Nous sommes toujours avec Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, Richard de Sèze, essayiste, consultant en communication. On va parler du Liban à présent. Le Liban, alors la guerre, le Hezbollah, on sait les fracas qui résultent de cet affrontement terrible dont on parle évidemment sur notre antenne à intervalles réguliers. On essaie non plus de ne pas vous bombarder, je ne fais pas de jeu de mots, avec ces informations qui nous parviennent tous les jours. Le Liban, pays du Cèdre, se caractérise par son histoire, sa culture, ses paysages. On va prendre l'angle patrimonial. Il y a un patrimoine au Liban qui est extrêmement riche, mais il est menacé. Il y a 5 sites inscrits, Tyr, Byblos, Baalbek, Anjar. 4 sites culturels, il y en a un autre dont j'ai oublié le nom, je n'ai pas le nom sous... La montagne des Cèdres. La montagne des Cèdres, exactement, avec la vallée sainte de Kadisha qui représente des paysages culturels. Ces paysages sont-ils aujourd'hui menacés? Cela peut-il servir de déclencheur à une forme de mobilisation, même si c'est peut-être une mauvaise raison de se mobiliser pour des pierres plutôt que pour des hommes, Carole Sabat? Je dirais le patrimoine culturel, le patrimoine archéologique, les forteresses, les églises, les mosquées sont je dirais, une expression de civilisation. C'est des témoins, en fait, qui existent depuis des siècles et qui sont un patrimoine universel, d'une certaine manière. Ça dépend après si ça rentre dans le cadre de l'UNESCO ou pas. Et donc, le risque que ces monuments et ce patrimoine culturel soient instrumentalisés à des fins politiques, dans le sens où ça devienne des cibles en tant que telles, parce qu'on n'est pas d'accord avec la vision de la civilisation qui est en face, et donc on détruit un peu ces sites historiques archéologiques. C'est une destruction de la mémoire en tant que telle, de la mémoire, de l'identité, d'un certain nombre de choses. Or, c'est un peu l'enjeu de ce qui se passe actuellement au Liban. Ça ne s'est pas uniquement passé au Liban. Pendant la guerre syrienne, il y a eu aussi beaucoup de sites, je dirais, très importants. Palméa, qui était très, très important. Pendant la guerre du Liban, en 75, certains considèrent que c'est une guerre civile, d'autres considèrent que c'est une guerre des autres sur le territoire libanais. Donc, c'est peut-être un mélange des deux. Mais il y a eu beaucoup aussi d'actifs de ce patrimoine culturel qui ont été volés, qu'on a retrouvés ici ou là. On peut reprendre ce qui s'est passé en Grèce aussi, la manière aussi dont le patrimoine a été dépecé, et puis qu'on a retrouvé dans des musées en fait britanniques ou autres. Donc toute cette démarche-là, à un moment donné, on a considéré qu'il y a une nécessité internationale et universelle de protéger ces sites. Parce que c'est la mémoire de l'humanité, c'est pas la mémoire d'un peuple, c'est pas la mémoire d'une identité. Et donc il y a eu cette convention de La Haye en 1954 avec plusieurs protocoles. En 1954, un premier, puis un protocole en 1999 et un protocole en 2004. Et donc la démarche de l'UNESCO, c'est lorsqu'en fait il donne une protection à un site qui est reconnu. Ça ne veut pas dire que les autres sites qui ne sont pas reconnus, tu as cité Baalbek, il y a bien sûr la forteresse de Tyr qui peut être menacée, il y a la forteresse de Byblos aussi. Est-ce que ces sites ont été touchés par la guerre? Pour le moment, ces sites n'ont pas été touchés directement, mais rien n'empêche. Par exemple, Baalbek a été touché, qui est quand même un des temples les plus remarquables, et je dirais c'est ces 7 colonnes de Baalbek qui sont universellement, et c'est un peu la marque du Liban lorsqu'on va là-bas, mais qui sont universelles parce que c'est un temple romain, c'est des temples qui sont très très anciens, a été touché à 700 mètres, je dirais. Il y a eu des frappes à 700 mètres, donc ça peut aussi impacter le sol, ça peut impacter beaucoup de choses. Et parfois aussi, dans les médias occidentaux, on dit c'est le fief de Hezbollah. Bon, on peut être pour ou contre le Hezbollah, considérer que c'est un mouvement terroriste ou c'est un mouvement en fait de libération ou de résistance. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais lorsque les journalistes en France, etc., disent que c'est un fief de Hezbollah, est-ce que ça justifie en fait que... Vous savez, Baalbek, c'est une ville qui est bouillonnante, une ville qui est extraordinaire. Et est-ce que ça peut justifier qu'il y ait en fait, parce qu'il y a peut-être une présence de Hezbollah, qu'on détruise des quartiers entiers ou qu'on touche directement. Donc pour le moment, ces sites n'ont pas été touchés directement, mais il y a un vrai risque. Et d'ailleurs, Jack Lang a fait une déclaration en fait qui est d'alerte très très importante sur justement le patrimoine culturel, la défense du patrimoine culturel du Liban et la nécessité de ce qu'on appelle, ça rentre dans le cadre du droit humanitaire international. Israël a accepté en fait la convention de 1954 et a signé et ratifié le premier protocole, mais pas les 3 autres derniers par la suite. Le Liban, bien sûr, avait accepté. Et donc, il y a une responsabilité de droit international là-dessus. Pas seulement pour le patrimoine, mais aussi, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Et un enjeu d'image, parce qu'on imagine mal qu'Israël puisse bombarder de tels monuments sans qu'il y ait de répercussions sur l'image de l'État hébreu. Je donne juste une information qui est intéressante, parce qu'en Israël aussi, il y a une organisation qui s'appelle Emek Shaveh,
Emek Shaveh, en fait, c'est une organisation qui a pour objet de construire des ponts et les passerelles entre en fait le patrimoine archéologique palestinien et le patrimoine archéologique israélien et défense. Et c'est des juifs en fait qui sont dans cette organisation, ils sont très influents, mais qui prennent la défense des sites palestiniens et de la nécessité de les subventionner, etc. Et parfois ils vont jusqu'à la Cour suprême en fait en Israël pour défendre les patrimoines. C'est cette logique-là qui doit prédominer. Alors que si on veut rentrer dans une barbarie humaine, on peut détruire tous nos sites et inversement. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan, par exemple. Avec les Bouddhas de Bamiyan, Ouais, tout à fait. notamment. Tout à fait. Richard de 16. Alors, vous disiez que ce n'est pas la mémoire d'un peuple, ce n'est pas la mémoire d'une identité, c'est la mémoire de l'humanité. Ouais. C'est parce que c'est la mémoire d'un peuple et la mémoire d'une identité que C'est ça vrai. devient la mémoire de Tout à l'humanité. fait. Et je ne sais pas ce que Israël a signé ou pas signé. Parmi les conventions internationales, il y a aussi le fait de dire qu'on ne bombarde rien sauf si c'est un objectif militaire. C'est ça. Une fois qu'on explique que c'est le Hezbollah qui est là, donc ça devient un objectif militaire. Et donc, quelles que soient les conventions signées ou pas signées, on a le droit de les bombarder. Enfin, on a le droit, selon Israël. Si on regarde la manière dont Israël traite le patrimoine libanais, il suffit de regarder ce qui s'est passé en matière patrimoniale à Gaza pour se rendre compte que, en fait, les musées, les bibliothèques, les mosquées et les églises comme Saint-Porphyre ne comptent pas beaucoup dans la guerre. Et bien sûr, on n'a pas encore abattu le temple de Jupiter à Baalbek, mais le dôme de Douris du XIIIe siècle s'est pris une bombe et les souks de Nabatier, qui dataient de quelques siècles, ont été réduits en cendres. Ils sont magnifiques. Ouais, ben, Qui étaient magnifiques. ils étaient magnifiques. Voilà. Donc, autrement dit, il y a déjà des atteintes patrimoniales. Et ça, c'est la guerre qu'il veut, et on l'a tous vécu. Je ne voudrais pas qu'on parle du patrimoine uniquement sous l'angle des déprédations guerrières. On a connu en France deux crises iconoclastes majeures, les protestants et les révolutionnaires. Mais entre deux épisodes majeurs, il y a juste la manière dont le roi de France a décidé de péter le portail de Notre-Dame parce qu'il fallait pouvoir y rentrer autrement, et la manière dont le chapitre de Notre-Dame a décidé d'exploser le jubé parce que ça ne lui plaisait pas. Au Liban, les promoteurs sont en fait les principaux adversaires du patrimoine libanais. Voilà. Et donc, Les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers. Et Dieu sait s'il y a un nombre considérable de promoteurs immobiliers au Liban. Comme le disait un Libanais, au gouvernement, tout le monde est soit promoteur, soit cousin d'un promoteur, soit beau-frère d'un promoteur. Autrement dit... Comme partout d'ailleurs, Voilà, en Grèce oui. aussi. Hein, Oui. la plupart des incendies en Grèce, c'est des promoteurs Voilà. immobiliers. Mais en donc, quoi ça porte atteinte à ce patrimoine? C'est qu'ils n'hésitent pas à raser. Mais oui, voilà. En fait, il n'y a pas... D'abord, le patrimoine est beaucoup moins protégé qu'en France. Donc, on n'hésite pas à raser des maisons. On n'hésite pas, y compris à Baalbek, à construire sur les sites archéologiques. Et quand il y a un monument qui est en mauvais état, on le détruit, on le rebâtit à neuf, sans aucune prétention à Là, je connais un peu la retrouver législation. l'esprit ou les matériaux. Il y a une direction générale des antiquités au Liban qui est très très alerte sur ces questions-là. Et quand elle est il y a très alerte, mais elle est plus efficace. Non, elle est très efficace. Il y a d'ailleurs en 2012, il y a eu une grande mission en fait aussi de la direction générale des antiquités en France qui a fait un excellent rapport sur le travail. Bien sûr, elle manque de moyens. Elle manque parfois en fait par rapport à la cupidité de certains. Mais c'est une question de moyens, Carole. Est-ce que c'est pas plutôt une question, d'après ce que dit Richard, d'esprit, de culture? Non, pas du tout. Pas du tout. De mépris de son propre patrimoine. Non, je peux pas dire ça parce que les Libanais sont très fiers de leur patrimoine, même si en fait il y a des gens cupides et comme on trouve partout en France et en Grèce, dans d'autres pays où parfois l'archéologie. Vous savez, en Grèce, lorsqu'il y a un terrain, parce que tout est archéologique en Grèce, on commence en fait à avoir un permis de construire pour construire et on trouve quelque chose, on arrête le chantier et tout est pour ne pas payer d'impôts. Tout est bloqué. Tant que le toit n'est pas Donc, posé. la cupidité existe partout. Par contre, en fait, la conscience de la nécessité de protéger, elle existe. Le Liban est très riche justement par ces circuits touristiques et ces circuits de pèlerinage. Bien sûr, après, il y a eu la guerre. Et la guerre, en fait, c'est un pays qui, depuis 40 ans, vit des situations de guerre qui sont renouvelées. Le Liban, c'est un peu comme le phénix, c'est-à-dire il renaît toujours de ses cendres. Mais je ne peux pas laisser dire que les Libanais détruisent eux-mêmes, en fait, leur patrimoine par cupidité. Ça peut exister. C'est les Libanais qui le disent eux-mêmes. Non, où ça, ils le disent? Dites-moi. Donnez-moi des références. Par exemple, voilà. Dans l'Orient le jour, vous avez lu Oui, donnez-moi la référence. Non, alors, je suis incapable de vous expliquer. Il faut la dire, l'Orient le jour. Dans 18 articles de l'Orient le jour que j'ai lu, il y avait le fait que ça existe partout. Ça existe partout. Ça existait partout. Et comment faire en sorte de protéger ce patrimoine? Parce que en ce moment, il y a des tirs. Vous le disiez, Richard de Sèze, vous le rappeliez, quand il y a un objectif militaire, ça justifie les tirs. Comment s'assurer que... Ça justifie pas les tirs. En tout cas, dans le droit international, on dit qu'il y a un objectif militaire, donc
on tire sur un monument. Non, en fait, à partir du moment où il y a un militaire dans un endroit et qui est un endroit en fait entouré de civils, le droit humanitaire international interdit tout ciblage de militaires qui se trouvent en zone de civils. Pardon, je parlais Et pas de donc, civils, je là- parlais des monuments, des patrimoines. Oui, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Mais c'est dans le même l'hypothèse où principe. un chef militaire du Hezbollah se cache Ben dans voilà, un site archéologique, Est-ce que ça justifie si un chef du Hezbollah Ben se ça, cache c'est dans le le droit temple de Bacchus international. à Baalbek, qu'est-ce qui se le passe? droit international humanitaire l'interdit. Mais, Il interdit quoi? Là, de frapper. De frapper Bien sûr. sur le Mais c'est évident. monument. C'est évident. Et ça applique pour les monuments comme ça s'applique pour les civils. Le Aujourd'hui, Hezbollah en fait, respecte le patrimoine? je ne sais pas si le Hezbollah respecte le patrimoine ou pas, ça c'est un autre débat. Mais la Bah, question. c'est quand même notre la- débat. la on question, n'a pas c'est-à-dire, en l'impression fait, que le parfois- temple de Jupiter ait été transformé en centre de commandement. Ben non plus, ni oui, parce en qu'en centre fait, de transmission. ça c'est un peu la manière dont la communication se fait en face, je dirais, pour dire qu'il s'abrite à travers des boucliers humains ou des boucliers en fait culturels ou patrimoniaux. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est pas la situation comme ça. Il y a eu par exemple des tirs à l'intérieur même de Beyrouth qui ont ciblé tout un quartier parce qu'il y avait une personne. Et tout un quartier a été détruit. C'est inadmissible en fait. L'armée cela. israélienne Et ça, a est-ce demandé que le qu'on droit- évacue Tyr. Et donc, Inadmissible. Tyr, Aujourd'hui, Dire que par c'est exemple, le inadmissible, port c'est de subjectif, Tyr, qui mais est-ce est- que le droit international permet justement de détruire tout un quartier? Justement non. enfin, il y a des Le droit matières à international débat. humanitaire, le droit il y a- international oui, humanitaire enfin, l'interdit. Et d'ailleurs, en fait, le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration très claire là-dessus. Le droit international humanitaire l'interdit. Enfin, je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir une armée aussi morale que Tsahal prétend l'être, et d'avoir cette armée de juristes, surtout que possède Tsahal, d'expliquer que chaque frappe peut être en fait justifiée suivant l'interprétation qu'on donne des traités internationaux, d'autant plus que, comme les États-Unis, Israël ne les a pas tous signés. Richard de 16, Carole Sabat, je vous propose de consacrer les minutes qui nous restent, il y en a 4 exactement, à Halloween, qu'on a quand même, alors évidemment on tourne une page et une grande page, puisque ça n'a aucun rapport avec le sujet que l'on vient d'aborder, la question du patrimoine libanais qui est menacé par la guerre, mais aussi peut-être par un manque de moyens pour l'entretenir. Halloween, il y a une enquête qui a paru récemment et qui nous parle de la désaffection que rencontrerait cette fête d'importation récente, qui donc prend souche sur la fête de la Toussaint. Halloween célébré avec ferveur dans de nombreux pays, nous dit cette enquête réalisée par une agence de communication, une agence dont je cherche le nom, qui s'appelle Preply, et qui, dans cette étude, montre que 58% des Français considèrent qu'Halloween n'est pas une fête importante pour une majorité de la population. Cette célébration ne trouve pas sa place dans le calendrier festif français, pourtant riche en événements traditionnels. Plusieurs raisons expliquent ce désintérêt généralisé. Vous avez pris connaissance de cette enquête que je vous avais fait parvenir. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une enquête qui est reliée à une commande religieuse pour essayer de défendre la Toussaint par rapport à une sorte de concurrence invasive qui viendrait d'outre-Atlantique. C'est une enquête objective qui montre simplement le rapport des Français à la fête d'Halloween. Richard de 16. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'effectivement, ils considèrent que ce n'est pas une fête traditionnelle et que c'est une fête très consumériste. J'ai par ailleurs consulté une enquête d'opinion douée pour Bonial qui disait que 76% des Français n'allaient pas fêter Halloween. Mais ce qui ressortissait, c'est qu'en fait, les plus pauvres fêtent Halloween et que les magasins Action et Jiffy sont en tête du podium des achats réalisés pour Halloween. Donc on a en fait, dans les jeunes générations, les 18-35 ans, une américanisation des esprits qui conduit malgré tout à ce que Halloween fasse partie dorénavant d'une fête qui d'ailleurs est célébrée par les parcs d'attractions. Le parc Astérix réalise ses meilleures entrées à Halloween et on a visiblement une bascule où cette prétendue fête avec ses horreurs est malgré tout célébrée par la portion de la population la plus pauvre et vraisemblablement Donc un la moins ancrage quand cultivée. même de cette fête par... Alors il y a à la fois deux choses, il y a une classe d'âge Une classe d'âge et une et classe... un milieu social. Tout à fait. Et donc là, il y a une sorte je dis pas d'emprise, mais d'enracinement Là, qui ça se a fait. pris. Carole Sabat. Moi, je trouve en fait que, bon, déjà à la base, il faut revenir, je dirais, Halloween, c'était une fête païenne celtique, avec des expressions, je dirais, qui célébraient quelque part la mort, les esprits qui reviennent visiter pendant cette période, je dirais, entre la fin de l'été et le début de l'hiver, que moi j'appelle l'hibernation, quelque part, et que les gens considéraient à l'époque que cette période-là est une période qui un peu est associée à la mort et où les esprits reviennent un peu. Donc il y a ce grand rituel, c'est une fête ritualiste, c'est une fête, ça c'est historiquement. Après, ce que est devenu Halloween, qui s'est venu se greffer
justement dans le cadre d'une forme un peu, je dirais pas de sécularisation un peu de nos sociétés, mais de rationalisation de nos fêtes, parce que en fait l'identité chrétienne, la conscience chrétienne, la fête autour par exemple de la Toussaint n'est plus tellement, je dirais, de mise pour. C'est un marqueur du recul de la Absolument. Toussaint. C'est un marqueur de recul de la Toussaint, c'est ce que je voulais dire, tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, on sent un recul. Et donc, ce qui est en fait venu se greffer sur cette fête païenne, sur en fait ce recul venu se greffer une opération commerciale, tout simplement, en fait, avec un esprit très anglo-saxon, et donc c'est cela qui est, à mon avis, condamné aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, avocat, Richard Dessèze, essayiste, consultant en communication. Merci beaucoup Louis Dauphren. Eh bien, merci Pierre-Hugues. Et merci Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale.